Bonjour à tous et bienvenue dans Street Foot. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission. Aujourd'hui, on va parler des compétitions africaines, la Ligue des Champions, la Coupe de la CAF. Et avant cela, on va revenir sur la Coupe d'Afrique des Nations et le parcours atypique de la Côte d'Ivoire. Pour cela, je serai accompagné de deux chroniqueurs. On va commencer par Raïd. Bonjour. Salut Anis, salut Tarek et salut à tous les auditeurs de Street Foot qui nous avaient manqué. Exactement. Et Tarek, notre agent de joueur. Comment vas-tu, Tarek ? Écoute, ça va, j'espère toi aussi. Toujours un plaisir de vous revoir et de revoir nos téléspectateurs. Et super. Écoutez les amis, on va commencer par la Coupe d'Afrique. Très rapidement, on a eu un parcours incroyable de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui était à deux doigts de se faire éliminer, Raïd, et qui au final remporte cette Coupe d'Afrique à domicile. Oui, sûrement la meilleure CAN depuis cette dernière décennie. Je pense que depuis celle de 2004 en Tunisie, j'attendais un petit peu une CAN qui vraiment allait me surprendre, me choquer. Là, pour le coup, le scénario, c'est vraiment un scénario Hitchcockien, vraiment une équipe qu'on voyait au fond du trou, la Côte d'Ivoire, qui jusqu'à la dernière seconde a stressé, a attendu son heure. Merci au Maroc pour leur avoir dévoilé le tapis rouge, déballé plutôt le tapis rouge. Et on attend Tarek qui était sur place pour nous donner un peu plus de détails. Exactement, Tarek qui était sur place. Tarek, tu l'as vu comment ? Alors déjà, au niveau de l'organisation, c'était comment, Tarek ? Au niveau de l'organisation, on va dire que c'était très bien organisé. Il y a eu un petit problème sur le premier tour au niveau de la billetterie. Mais après, qui s'est arrangé, voilà, et je pense qu'il y avait eu des défauts d'organisation entre le COCAN, c'est-à-dire le comité d'organisation de la CAN, et la CAF, la Confédération africaine de football. Mais après, au niveau des stades, au niveau de l'ambiance, au niveau des pelouses, vraiment, j'ai rarement vu une CAN de ce niveau. Quoique après, sur les stades et sur les pelouses, on avait quand même en 2019 l'Égypte, qui avait quand même mis la barre assez haute. Et après, avec un climat différent quand même. Voilà, avec un climat différent. Après, en Côte d'Ivoire, c'est vrai que c'est une chose que les gens, on va dire, à l'extérieur du continent ne voyaient pas trop, mais il y avait des matchs à 14h. Et les matchs à 14h, il faisait très, très, très lourd et assez chaud. Donc c'était très compliqué pour les organismes des joueurs. C'est un temps humide, c'est ça ? C'est un temps très humide, surtout à 14h. Voilà, parce qu'il y avait les matchs à 14h, 18h si je ne me trompe, et 20h. Mais 14h, c'était terrible. Rien qu'en tant que supporter, moi j'ai assisté par exemple au match de mon sélectionneur Hubert Velud de Burkina-Algérie à 14h à Bouaké. C'est une folie terrible en termes d'humidité. Donc il y avait ça à prendre en compte. Sinon, vraiment, comme le disait Raïd, c'est une des plus belles CAN pour moi de l'histoire. Voilà, seul le petit bémol, c'était vraiment le problème de billets. Parce qu'on disait au premier tour, juste au premier tour. Ouais, après ça s'est décanté parce qu'il y avait moins de monde. Mais si tu veux, au début, il était très compliqué d'avoir des billets, même pour les fédérations, même pour des officiels, alors que les stades étaient à moitié vides. Donc on ne comprenait pas. D'accord. Raïd, tu l'as vu comment cette CAN sur le terrain cette fois-ci ? Au niveau des équipes, on a été déçus bien évidemment des équipes comme l'Égypte, qu'on voyait aller loin par exemple. Il y a eu beaucoup de polémiques sur le niveau de jeu, notamment un petit conflit entre Emers Faé et Jérôme Roten qui avait fustigé, on va dire, le niveau de la CAN. Je pense qu'au niveau, en termes de scénario, en tout cas, on ne peut pas fermer. On a vraiment eu des scénarios complètement fous sur cette Coupe d'Afrique. Alors effectivement, le niveau, on peut en reparler, mais voilà, c'est la Coupe d'Afrique, c'est pas l'Euro. Chaque compétition a son charme. Mais effectivement, en termes de scénario, vraiment, on a tous été choqués et surpris de voir comment la compétition avançait. Plus elle avançait, plus on avait des matchs un peu totalement dingues. Donc voilà, très satisfait de cette Coupe d'Afrique. Il n'y a vraiment rien à redire, surtout qu'on avait vivement critiqué celle du Cameroun. Là, pour le coup, celle de la Côte d'Ivoire, vraiment, ça a été une compétition réussie. Au final, la Côte d'Ivoire, ils étaient favoris ? Ils étaient favoris depuis le début, mais après, quand on voit les premiers matchs, notamment sous l'ère Gasset, parce que c'est, je pense, d'après mes souvenirs, la première fois qu'on limoge un sélectionneur en pleine CAN. D'ailleurs, je me pose la question, et j'espère que nos téléspectateurs nous répondront en commentaire, comment ça se fait que l'OM embauche quelqu'un qui se fait virer juste avant par la Côte d'Ivoire. Et après, merci aussi au... Il s'est fait il a signé avec l'OM, mais c'est sur une courte durée. Sur une courte durée, mais tu m'excuseras, d'un grand club comme ça de Ligue 1, avec tout le respect que j'ai, il signe pas à Pau, il signe pas à Brest, il signe à l'OM quand même.
il fait partie des 3 plus grands clubs en France actuellement. Donc ça, il faut m'expliquer pourquoi. Conseillé par Mehdi Benatia. Voilà, Mehdi Benatia, lui aussi, on ne sait pas ce qu'il fait ici, autour du président, même si officiellement, il n'a pas de position dans l'organigramme. Mais je bifurque un peu. Sinon, la Côte d'Ivoire, merci aussi au nouveau format. La Côte d'Ivoire n'a surtout pas démérité. Oui, parce qu'on rappelle à nos téléspectateurs que les 3 ou 4 meilleurs troisièmes, les 4 meilleurs troisièmes étaient qualifiés. Donc voilà, après, c'était le destin de la Côte d'Ivoire. Et franchement, après, plus on avançait dans les tours et plus ils ont hissé le niveau. Et un grand bravo à eux et au peuple de l'hospitalité, la Côte d'Ivoire. Exactement, alors c'était une très belle finale et puis voilà à la fin la Côte d'Ivoire qui réussit à remporter ce titre devant son public, ses supporters. Raïd, un mot pour peut-être la prochaine CAN. Il y a beaucoup d'équipes nationales, surtout les équipes maghrébines qui se sont loupées, comme l'Algérie, la Tunisie par exemple. Oui, je pense que là, elle va se dérouler au Maroc. Je pense qu'on aura, à mon avis, aussi une CAN encore avec un niveau au-dessus, je pense. Tant on voit le Maroc faire des efforts au niveau de ses infrastructures. Je pense que les équipes comme la Tunisie ou l'Algérie et l'Égypte, bien entendu, voudront à cœur de se racheter. Ça sera au Maghreb, ça sera dans des conditions totalement différentes. Donc je pense qu'on verra des équipes avec de meilleurs résultats et qui iront beaucoup plus loin à la prochaine CAN. Espérons en tout cas qu'au niveau de l'organisation, ça soit pareil, voire mieux qu'en Côte d'Ivoire, parce que la Côte d'Ivoire a encore une fois hissé le niveau par rapport à ce qu'avait fait l'Égypte en 2019. On va parler donc des compétitions africaines, la Ligue des champions africaine et la Coupe de la CAF. On va commencer par la Ligue des champions. Il y a eu 4 matchs et 3 matchs nuls. Donc 3 matchs nuls, vraiment nuls, 0-0. Et puis une victoire de El Ali. C'est le premier match dont on va parler. El Ali qui se déplaçait chez Simba. Bah écoute, c'est le premier et le dernier match où il y a eu un but. Effectivement, ça va être compliqué de donner des informations sur les 3 autres matchs, tant ça a été vraiment très très serré. Ça prouve peut-être que le niveau est serré, Raïd. Aussi, effectivement, aujourd'hui, on en avait parlé déjà la saison passée on va y revenir avec les clubs tanzaniens qui aujourd'hui ont leur mot à dire dans cette compétition. Malheureusement pour eux, pour Simba, ça a loupé face à El Ali. Simba qui est dirigé aujourd'hui par Ben Chikha, l'Algérien, qui avait déjà joué un mauvais tour à El Ali en Super Coupe d'Afrique avec l'USM Alger. Bon, il avait décidé de s'en aller et justement d'aller en Tanzanie pour une nouvelle expérience. Pour le coup, ça a loupé. Je pense qu'aujourd'hui, El Ali, comme à son habitude, dès les quarts de finale, elle se met en mode vraiment patron, avec une victoire 1-0 à l'extérieur. El Ali qui a malgré tout... qui s'est fait dominer. Qui s'est fait dominer, mais bon, après, quand tu marques un but à 0 au bout des premières minutes, forcément, tu vas jouer à la défense par la suite. El Ali, qu'il faut souligner, qui a perdu Chenaoui, son gardien à la CAN, qui sera forfait jusqu'à la fin de l'année, qui a perdu aussi même Rachour, pareil, il y a une semaine ou deux, qui sera aussi forfait jusqu'à la fin de l'année. Mais comme tout grand club, elle a de quoi faire, elle a des remplaçants de qualité. Un but de Ahmed Koka, qui justement est le remplaçant de Imam Rachour. Donc je pense qu'on a déjà un tapis rouge pour El Ali jusqu'en finale. Ouais, surtout que El Ali rencontrera le vainqueur de Mazembe, le TP Mazembe, qui a joué contre le Petro Atlético. El Ali, tu les vois monter en puissance, Tarek, comme d'habitude. Comme d'habitude, lors de nos précédentes émissions, on se demandait justement qui peut arrêter El Ali. Après, sur ce match-là, Simba, ça reste aujourd'hui, il confirme que c'est un grand d'Afrique. Ouais. Mais effectivement, il n'a toujours pas ce statut-là pour pouvoir, on va dire, battre des équipes comme El Ali. Donc franchement, après dans le football, comme on dit, le ballon roule, donc tout peut arriver. Mais aujourd'hui, effectivement, c'est l'équipe ultra favorite pour remporter encore une fois une Ligue des Champions. La 12e, Raïd. C'est ça. El Ali aujourd'hui, qui à mon avis n'a que très peu de concurrence, il faut le dire, sur la scène continentale. Simba, on a pensé qu'effectivement ça fait quand même 3, 4, 5 ans qui monte petit à petit à l'échelle continentale. Il y a eu ce test vendredi soir. Malheureusement pour eux ça a loupé, pourtant ils avaient vraiment mis les moyens avec le recrutement de Ben Chikha qui quand même depuis 2-3 ans fait partie quand même des meilleurs coachs en Afrique. Qui a gagné la Coupe de la CAF l'année dernière avec l'USMA. Exactement, c'est pour ça qu'il a été recruté d'ailleurs.
C'est ça qui a gagné la Coupe de la CAF et surtout cette super Coupe d'Afrique face à l'Al Ahly. Bien sûr. Je peux vous dire que l'Al Ahly, ils en ratent pas beaucoup des super Coupes d'Afrique, et ils en manquent pas beaucoup. Et Ben Chira avait justement gagné son combat tactique face à Kohler sur ce match. Bon, après, visiblement, il y a eu des conflits en interne avec du côté de l'USMA, donc il est parti à Simba. Il a fait quand même du beau boulot. Il faut pas oublier qu'il a éliminé quand même le Wydad. Le Wydad, ça faisait 8 ans qu'ils étaient en quart de finale. C'était vraiment l'une des équipes aujourd'hui phares de cette Coupe d'Afrique qu'on n'a pas vu cette année en quart de finale. Donc ça prouve quand même qu'effectivement les clubs tanzaniens aujourd'hui prennent de plus en plus de place sur la scène continentale. En parlant des clubs tanzaniens, Tarek, on se rend compte que lors de ces quarts de finale, sur les 8 équipes, ils arrivent à hisser 2 équipes. C'est peut-être la première fois de leur histoire avec donc Simba et les Young Africans. Tu es étonné de voir 2 équipes de la Tanzanie à ce niveau-là ? Non, je suis pas étonné. Si tu t'en souviens bien, dans les dernières émissions à Nice, j'en parlais justement du football tanzanien, qui mettent vraiment les moyens financiers actuellement pour essayer de recruter des bons joueurs. Simba, ça va même très loin dans le professionnalisme. Ils ont carrément des responsables scouts, des recruteurs qui sont à l'étranger, qui sont aux Pays-Bas, en Angleterre, etc., qui eux essayent de dénicher des talents, bien évidemment, sur le continent africain. Yanga Africa, on va dire qui habituellement, voilà, c'est un vrai derby entre les 2 équipes, mais habituellement Simba est au-dessus. Mais c'est vrai qu'on remarque pendant ces 2 voire 3 dernières années que Yanga a passé un cap parce qu'elle a mis beaucoup plus de moyens. Elle est sponsorisée par une société de télécom. D'accord. Et donc elle a beaucoup plus de moyens et elle a réussi à attirer des joueurs comme Gaël Birigi-Maga qui jouait en Hollande, qui est anglais, d'origine burundaise. Ils arrivent à attirer des joueurs comme Aziski, le Burkinabé, international burkinabé. Très très bon. Très très bon. Et ils arrivent à attirer comme ça des joueurs. Et donc du coup, aujourd'hui, tu sais, l'entraîneur, il est conditionné par son parcours en Coupe continentale, c'est-à-dire en Champions League ou Coupe de la CAF, ou par le derby entre Simba et Yanga. On s'en souvient si je ne me trompe pas, je m'en souviens plus de l'entraîneur qui avait perdu, l'ancien entraîneur des Vipers, Ricardo, qui avait perdu le derby 5-1 contre Yanga Africa. Il s'est fait limoger dans l'heure qui suit direct. Bon, ça reste en tout cas, c'est voilà, 2 équipes sur les 8 meilleures équipes africaines. C'est incroyable. Venant des championnats comme l'Égypte, le Maroc, la Tunisie, on a peut-être beaucoup plus l'habitude. Rappelons qu'il y a une Coupe du Monde qui va se faufiler bientôt. L'année prochaine, ce sera aux États-Unis. Une Coupe du Monde qui va réunir 32 équipes, Raïd. On a les 2 qualifiés officiels d'après les différents sites qui sont le Wydad Casablanca et l'Ali. El Ahly, pas étonnant. Wydad Casablanca, tu voulais dire quelque chose ? Oui, forcément. Aujourd'hui, le Wydad qui ne s'est pas qualifié pour les quarts de finale de cette Champions League, qui ne sera pas à 90% pas présente à la prochaine Champions League. Oui, parce qu'ils sont mal classés. Ils sont très mal classés en Boutoula, et à mon avis, aujourd'hui, avec l'écart qu'il y a entre le Wydad et le Raja qui est 2e, à mon avis, c'est mission quasi impossible de revenir. Donc effectivement, cette coupe du monde des clubs qui se déroulera aux États-Unis, aujourd'hui laisse un petit peu perplexe dans le sens où aujourd'hui on pourra avoir éventuellement des clubs qui n'ont même pas joué la Champions League sur la saison en cours. Donc effectivement, le système est peut-être à revoir. Toi, ça te dérange, le fait de ne pas voir une équipe en Champions League, même si sur les 5 dernières années, Tarek, le Wydad Casablanca a répondu présent avec 2 ou 3 finales de Champions League, une finale de Super League contre les Mamelodi Sundowns. Toi, ça t'étonnerait de ne pas les voir en Ligue des Champions et en Coupe du Monde ? En Ligue des Champions, oui. Après, en Coupe du Monde des clubs, non, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. De toute façon, si on parle du Wydad, pour El Ahly, pour moi, oui, c'est eux qui doivent aller en Coupe du Monde des clubs. Ça, c'est une certitude. El Ahly, ils représentent bien l'Afrique sur la scène mondiale au niveau des clubs. On l'a vu dernièrement, ils n'ont pas été ridicules. Après, ils se sont fait sortir 2-0 par une Fluminense, je crois. Ou Palmeiras. En Coupe du Monde des clubs. Donc une équipe sud-américaine, mais c'est toujours la même chose, que ce soit l'Espérance de Tunis. Il n'y a que le TP Mazembe qui avait réussi en finale en 2000 contre le grand Inter de José Mourinho. Qui avait perdu le Raja qui avait joué contre le Bayern Munich, c'est ça ?
C'était exactement ça, et le Raja, qu'il fallait le souligner, ne jouait aucune c'est-à-dire qu'il n'était pas champion d'Afrique, qui était juste champion du Maroc, Et qui avait rappelons- profité de jouer à Et la qui maison était au Maroc. invité justement. Exactement. Et ça s'est joué où cette Coupe du Au Monde? Maroc. Au Maroc. Au Maroc. Ouais. D'accord, au Maroc. Donc voilà, moi aujourd'hui, je pense que le Wydad elle va arriver avec cette Coupe du Monde des clubs, avec, je pense, une équipe qui sera forcément amoindrie. Je pense qu'aujourd'hui, déjà, il y a des problèmes en interne au Wydad. Il y a des joueurs qui sont en fin de contrat. Il y a forcément des joueurs qui vont vouloir partir. Des joueurs qui, aujourd'hui, peut-être aspirent à aller jouer en équipe nationale, toucher l'équipe nationale. Forcément, jouer la Coupe de la CAF, ou peut-être pas, parce que le Wydad, aujourd'hui, sont 5e. Donc, c'est vraiment pas sûr qu'ils jouent une Coupe africaine. Donc, ça me dérange un petit peu de voir une équipe aujourd'hui qui ne jouera pas de Coupe africaine l'an prochain être présente à une Coupe du Monde des clubs. Donc effectivement, ce système de Coupe du Monde des clubs est pour ma part à revoir. Alors pour l'instant, juste pour information, puis on va tourner cette page de Coupe du Monde des clubs, on a officiellement deux équipes qui sont le Wydad Casablanca et El Ahly. El Ahly, ça dérange Mais personne. le Wydad Casablanca, pourquoi en fait? Le Wydad, en fait, En fait, c'est on prend un le calcul résultat sur les dernières années. années. D'accord. Mais en Coupe du Monde des clubs, en général, c'est un représentant par contre. Là, c'est Oui, une vraie alors Coupe là, du Monde des clubs. Là, c'est la première qui va se dérouler avec 32 équipes. Donc, c'est vraiment un format avec des clubs, c'est de la mais en folie. Coupe du Monde. C'est de Donc, la voilà. folie. Mais à souligner aussi concernant le Wydad, aussi, ils ont eu des gros problèmes structurels, et ça j'en parlais déjà dans nos émissions précédentes, avec le sulfureux président Nassiri, qui a été emprisonné dernièrement pour de nombreuses affaires. D'accord. Donc, De trafic. ouais, exactement. En tout genre. Je voulais pas trop préciser ces affaires-là au micro. Mais, et du coup, c'est pour ça que le Wydad est 5e aujourd'hui, qu'on sent que c'est plus le grand Wydad d'il y a 2 ou 3 ans. Ouais, ils ont l'air en bout de souffle et ils ont perdu hier en 16e de finale de Coupe du Maroc. Donc, on va tourner pour le Wydad. On va passer au deuxième match. Le TP Mazembe, les hommes de Lamine Diaye qui recevaient le Petro Atlético. Le Petro Atlético qui avait terminé premier de son groupe, Raïd, devant l'Espérance sportive de Tunis, 0-0 au TP Mazembe, au Oui, Congo. alors clairement, ça a été une purge ce match, donc 0-0. Alors le président Katumbi avait demandé à ses supporters de venir en masse, c'est ce qui a été fait. Le Mazembe qui a, comme à son habitude, essayé de pousser un maximum. D'ailleurs, il y a eu une petite scène insolite avec un supporter qui est venu mettre quelques gris-gris avant le début du match. Je pense quand même que voilà, le Mazembe aujourd'hui, ça faisait quelques années qu'ils s'étaient pas hissés à ce niveau de la compétition. Je pense qu'on sent que le Petro, ça fait 3-4 ans maintenant qu'ils sont au minimum en quart de finale. On sent quand même l'expérience. Ils sont venus pour faire un match nul. Le Mazembe, généralement, lorsqu'il se qualifie, c'est grâce à une victoire à la maison. Le Mazembe qui, depuis 15-20 ans, perd très très rarement à la maison. Donc sa qualification la doit souvent avec les matchs à domicile. Aujourd'hui, il y a eu un 0-0. Il n'y a eu que très peu d'occasions. On a senti quand même que le Petro était parfaitement lucide sur le terrain, a vraiment appliqué la tactique. Match retour, je dirais quand même que les Angolais sont favoris. Alors, le TP Mazembe, Tarek, on va plus les présenter, 5 fois le champion d'Afrique, vainqueur de la Ligue des Champions. L'année dernière, ils ont quand même fait demi-finale ou quart de finale de Coupe de la CAF. De la CAF, c'est ça. Donc, c'est une équipe à respecter. Tu vois le TP Mazembe pouvoir aller gagner en Angola, un terrain plutôt hostile où l'Espérance sportive de Tunis s'était déplacée et avait fait match nul, où l'Étoile sportive du Sahel avait perdu 2-0, où tu vois plutôt les Angolais favoris. Moi, déjà, je suis très surpris par le TP Mazembe qui revient sur la scène continentale. Oui. Parce que j'avais dit lors des précédentes émissions, justement, que Katumbi investissait de moins en moins sur le club, notamment lors des problèmes politiques qu'il a eus. Il a voulu se présenter au présidentiel au niveau de la République démocratique du Congo. On l'avait plus ou moins empêché. Il avait dû immigrer en Belgique avec les opposants pour pouvoir essayer de faire une campagne, ou en tout cas contrer la présidence. Mais je vois qu'aujourd'hui, il revient sur la scène et qu'il veut réinvestir dans le football. Est-ce qu'il a des intérêts politiques derrière? Je ne sais pas. Mais en tout cas, pour répondre à ta question, ça va être un match serré.
Ils vont jouer à l'extérieur, mais l'Angola, c'est pas très loin de la RDC. C'est des coutumes carrément qui un se derby. ressemblent. Voilà, c'est des coutumes qui se ressemblent. Ce sont des gens qui se ressemblent. Donc, Peut-être que l'expérience du Mazembe fera que. voilà, Après, je pense que on va dire que ce serait l'équipe la moins en difficulté pour jouer en Angola, contrairement aux équipes que tu as citées comme l'Étoile du Sahel, etc. D'accord. Après, je trouve que Petro Atlético, c'est à l'image justement des clubs tanzaniens. Ça fait quand même 4-5 ans qu'ils investissent énormément, qui ont cette politique de recrutement d'aller chercher beaucoup de Brésiliens. Ça fait quand même, voilà, ça fait quand même quelques années qu'ils essayent vraiment de faire partie des meilleurs clubs d'Afrique. Et c'est ce qui est en train de se passer. Vraiment, aujourd'hui, c'est une valeur sûre en Afrique. Hein, c'est minimum quart de finale. Bon, l'année dernière, il y avait eu un petit accident, puisqu'ils étaient fait éliminer au premier tour, je crois, face Et puis le Petro face à la Atlético. JSK. Et puis le Petro Atlético, Raïd, sort d'un groupe qui n'est pas si facile que ça. Hein. Bien On sûr, retrouve bien quand sûr. même l'Étoile sportive du Sahel qui, rappelons-le, avant de se qualifier en Ligue des Champions, dans la phase de groupe, avait éliminé les champions phares du de Maroc Rabat, ouais. et les champions d'Algérie. Le deuxième, deuxième de- voilà. Constantine, ouais. Constantine. Ouais, c'était un groupe quand même assez relevé, avec Hilal aussi du Soudan. On sait que pour aller s'imposer, bon, effectivement, Bon, ils ont après, joué en Libye. Après, l'Hilal, c'est pas trop une référence aujourd'hui. Les pauvres, ils s'entraînent à l'extérieur. Il n'y a plus de championnat. Donc, ils sont consacrés à la Ligue des Champions et l'Hilal. Ils vont rejoindre Depuis le la championnat guerre, tanzanien d'ailleurs. Voilà, Alors, qui ça il El y a Hilal des, il y a Oui. des Parce que j'ai discussions. entendu TP Mazembe moi aussi. Donc, Il y a des discussions, Non, il y non. a des discussions à El Hilal, mais ça me semblerait un peu bizarre. Je pense que les politiques actuelles au Soudan s'opposeraient, mais effectivement, c'est très compliqué, notamment pour le coach Florent Ibenge, de gérer ça, parce que c'est une situation quand même extraordinaire. bien C'est-à-dire, sûr. on n'a pas de championnat, quoi. Il essaye d'entraîner son équipe comme il peut, et malgré cela, ils font quand même des résultats, et même l'équipe nationale du Soudan, que je tiens à saluer. Très bien. Bon, bah écoutez, on verra bien. En tout cas, c'est sûr qu'ils n'auront pas à faire 10 heures de vol pour arriver en Angola. C'est à côté. Et C'est puis, ça. Et après, on peut même rajouter aussi le bon parcours de l'Angola à la CAN. Donc, je pense aussi que ça exactement. influe un petit peu sur les clubs de pouvoir investir un peu plus. Même si, comme disait Raïd, il y a des recrutements de Brésiliens qui se font depuis de longues dates. Je m'en souviens à Primeiro de Agosto, qui avait Exactement. recruté Rivaldo, qui avait 41 ans. Bon, ça avait fait un petit peu le buzz. Mais l'Angola, la chance qu'ils ont par rapport à leurs voisins, c'est qu'ils ont énormément de moyens. Et il suffit D'accord. juste d'une volonté politique de pouvoir les mettre. Très bien. Bon, en tout cas, en plus, les Angolais, sportivement, Raïd, que ce soit au basket, au foot, voilà, c'est des nations qui s'intéressent au sport. Oui, c'est une nation d'une manière générale Au très hand, sportive, avec surtout dans les les sports femmes. collectifs. Les Angolais, oui, c'est vrai qu'ils sont présents, que ce soit dans le football, au basket, au hand. C'est vrai que c'est une nation qui excelle, on va dire, dans les sports collectifs sur la scène continentale. Après, comme l'a dit Tarek, ils mettent les moyens et depuis quelques années, ils essaient vraiment de gagner leur place, on va dire, dans le Big Four des clubs africains. Très bien. On va passer au troisième match. Les Young Africans, la deuxième équipe de Tanzanie qui recevait les Mamelodi Sundowns. Alors, Mamelodi Sundowns, c'est l'équipe qui a gagné la dernière Super League, Raïd. C'est ça. Et les Young Africans qui arrivent à faire un 0-0 contre les Mamelodi quand même. Effectivement, alors c'était un très très bon 0-0. J'ai vu vraiment le match de A à Z. C'était voilà, c'était le football total et ça fait plaisir de voir ça. Bon, on n'est pas surpris avec les Mamelodi. Hein, c'est vraiment un football total où on n'essaye pas de calculer, ça ne joue pas la défense. Les Yongas, c'était pareil avec leur nouveau coach argentin qui vraiment essaye de produire du jeu. Honnêtement, ça a été un très très bon match à voir. Effectivement, il y a eu 0-0. On en parlait tout à l'heure avec Tarek. Moi, j'ai découvert ce joueur ivoirien d'origine burkinabé, donc Stéphane Aziskia, que je ne connaissais pas. Très bon gaucher, très bon joueur. Honnêtement, je ne le connaissais pas. Il joue Je quel me suis poste alors, il est Milieu offensif. 10. Alors effectivement, je l'avais pas vu avec le Burkina, puisque visiblement il est Avec le international burkinabé. Burkina, mon sélectionneur lui a donné plusieurs chances pour pouvoir prouver. Le problème, c'est qu'il n'a pas confirmé vraiment ce qu'on attendait de lui, malgré que vraiment l'opinion publique, les supporters le demandaient. Mais c'est vrai que voilà, il y a quand même un fossé entre le championnat tanzanien, qui est dominé par ces deux équipes-là, Simba et Young African, et le niveau international. C'est deux mondes différents. Ouais, voilà, c'est vrai qu'il a pêché quand même à la finition. Il s'est procuré beaucoup d'occasions, donc je ne connaissais pas ce joueur. Je l'ai découvert grâce à ce match. Avantage quand même maintenant aux Sud-Africains qui ont réussi à tenir le 0-0. Je pense quand même qu'ils ont un léger avantage pour le match retour.
Mais voilà, comme l'avait dit Tarek, je pense qu'aujourd'hui, on voit que Simba et Young, aujourd'hui, s'investissent énormément et on le voit sur le terrain. Aujourd'hui, ils n'avaient rien à envier aux Mamelody qui, quand même, on le dit d'avance, on les met favoris à Al Ahly. On attend cette finale entre les Mamelody et Al Ahly. Ma Mélodie qui, dans leur championnat, survole leur championnat, Raïd, hein, et puis qui mettent les moyens. C'est une équipe qui veut vraiment jouer les titres, que ce soit au niveau national ou sur le continent. Ma Mélodie, on a vu avec l'Afrique du Sud, Tarek, l'Afrique du Sud qui s'est présentée lors de cette CAN et qui a fait un très bon parcours, qui a terminé 3e en battant la RDC pour la petite finale. Tu peux nous parler un peu du football sud-africain? Qu'est-ce que tu en penses? C'est un peu à l'image du football d'Angola où on essaye d'investir, on donne... Bah, on va dire que le football sud-africain, de toute façon, il est à l'image de son pays. Donc, c'est un des pays les plus développés Ouais. sur le continent africain. Maintenant, on va dire que l'opinion publique, les supporters, réclamaient toujours des résultats à l'équipe nationale. Et que justement, il y avait un écart entre, on va dire, les résultats des clubs comme Mamelodi Sundowns ou des clubs historiques comme Kaizer Chiefs, etc. Orlando Pirates, ouais. Voilà, Orlando Pirates exactement. Et l'équipe nationale. Cette année, effectivement, comme tu l'as dit, ils ont fait un parcours extraordinaire. Avec une base vraiment de joueurs locaux. Voilà. Le seul... Enfin, tu me diras, Raïd, il y avait Percy Tau qui jouait C'est à ça, El Ahly. oui, exactement. Sinon, c'est une base de joueurs Il y a qui jouent à 8 Kaizer joueurs, Chiefs et il y a surtout à 8 joueurs de Mamelodi. l'équipe de 8 joueurs de l'équipe nationale qui jouent dans le championnat local. Donc c'est ce qui prouve que le championnat est quand même assez relevé. Après, contrairement à celui de l'Angola, il est quand même plus homogène. Ouais. Voilà, il y a la saison dernière, il y a quand même l'équipe drivée par l'ancien international Benedict McCarthy à Mazulu, qui était D'accord. arrivé deuxième, et justement qui avait joué la Coupe de la C'était une CAF, si surprise. je me trompe pas. C'était une surprise. Donc c'est un championnat super homogène. Vous pouvez retrouver une équipe qui est 15e du classement cette saison. L'année prochaine, elle peut jouer le podium. Donc c'est super homogène et j'espère que, en tout cas, que le football sud-africain va encore plus se développer parce qu'ils le méritent. Ils ont les moyens, ils ont les infrastructures, ils ont tout ce qu'il faut. Voilà, mais après, dernière chose, c'est qu'ils ont une culture plutôt rugby. Donc ils mettent plus en avant le rugby que le football, c'est- même si ça reste un pays de football. Bah, ça reste un pays de football, mais surtout de rugby. Hein. C'est Oui, trois, bon, après, trois Coupes du Monde. oui, donc- après, il faut pas aussi négliger le fait qu'aujourd'hui, certes, ils se font discrets, mais en l'espace de 10 ans, ils ont quand même réussi à mettre 3 clubs sud-africains en finale de Champions League. En 2013, ça a été les Orlando Pirates, il y a eu les Kaizer Chiefs il y a 3 ans. Bon, les Mamelody, ils ont été champions d'Afrique en 2016. Donc malgré tout, les Sud-Africains, ils sont bien présents depuis cette dernière décennie sur la scène C'est que ça continentale. travaille bien. C'est que ça travaille bien en interne et que les clubs ont, comme a dit Tarek, les moyens d'investir parce que l'investissement, c'est pas que des joueurs étrangers, mais c'est aussi au niveau de la formation. Bien sûr, après, pour compléter mon propos, à l'époque, si tu t'en souviens bien, en fait, il y a une passerelle entre le championnat sud-africain et les Pays-Bas. Oui. Beaucoup de joueurs à l'image de Pienaar, etc. L'emblématique capitaine Pienaar qui allait aux Pays-Bas. Maintenant, ça se fait un peu moins. Et ils arrivent à garder leurs joueurs sur le continent, en tout cas en Afrique du Sud, parce qu'aujourd'hui, ils ont les moyens de les payer autant, voire plus que dans le championnat hollandais, qui n'est pas connu pour être un championnat super fortuné. Exactement. Bah écoutez, on va passer au dernier match. Donc le dernier match, c'est l'Espérance sportive de Tunis qui recevait l'ASEC Abidjan. L'Espérance qui était sur plusieurs matchs gagnés avec, ils ont gagné tout simplement tous leurs matchs avec leur nouvel entraîneur portugais, Cardozo. Raïd, 1-0-0 avec énormément d'occasions du côté de l'Espérance. 15 corners, 81% de possession de balle, pratiquement 13 ou 14 frappes au but. 0-0, on va dire, c'est positif ou négatif pour toi? Oui, je pense quand même que ça reste malgré tout un mauvais résultat, compte tenu justement de l'ultra-domination de cette équipe. Je pense que la SEC était venue pour un 0-0, était venue pour hacher le match, pour endormir ce match. Le coach Julien Chevalier, je pense qu'il a malgré tout quand même battu son homologue portugais en termes tactiques. Je pense qu'aujourd'hui, on pouvait rester 10 heures sur le terrain, il y aura pas eu de but. Il faut savoir quand même que Julien Chevalier, c'est
c'est un homme qui a été directeur technique à la SEC pendant 5 ans, de 2011 à 2016 ou 2017. Qui connaît Donc, très bien la formation. qui connaît surtout ses joueurs. Ouais. Il les a vus grandir. Donc aujourd'hui, on voit les fruits de son travail. La SEC, il ne faut pas oublier qu'ils ont perdu leur attaquant star, Karamoko, qui était très très en vue au premier tour, qui a signé dans le championnat autrichien. Donc d'ailleurs, le club a fait une très bonne pioche, parce que c'était à l'image d'un fiston Mayalé l'année dernière, une bonne pioche sur le continent. Quand on sait que les attaquants se font de plus en plus rares sur le continent. Donc ils ont quand même laissé partir leur attaquant star. Aujourd'hui, ils arrivent en quart de finale avec ce très bon résultat de 0-0. Rien n'est fait. Mais je pense qu'aujourd'hui, ils ont quand même un léger avantage au retour lorsqu'on voit que, bon, voilà, comme l'a dit Tarek, les conditions sont quand même assez compliquées en Côte d'Ivoire. Certes, le match va se jouer à 21h, mais ça reste que quand même, on peut quand même donner un avantage à la SEC. Surtout que l'image qu'on a vue de ces 90 minutes du club ivoirien sera totalement différent au match retour. C'est peut-être un avantage aussi pour les joueurs, Tarek. C'est-à-dire que si une équipe qui a joué la défense à 10 derrière et qui va être dans l'obligation de marquer à domicile, la SEC Abidjan n'est pas connue pour avoir non plus des tifosi ou des supporters qui mettent énormément d'ambiance. Ça veut dire que l'Espérance aujourd'hui ne va pas peut-être s'attendre à avoir une ambiance, on va dire, hostile, mais plutôt peut-être au niveau de la température. Un climat peut-être très différent de ce que peut connaître l'Espérance. Un match 0-0, c'est pas non plus si négatif que ça. Si l'Espérance marque, rappelons qu'un match nul, un partout, l'Espérance passe, Tarek. Exactement, vaut mieux partir déjà en Côte d'Ivoire avec un 0-0 qu'un partout, comme Exactement. tu le disais. Après, c'est sûr que moi je sais quelque chose, parce que je reviens de Côte d'Ivoire, effectivement, l'humidité, ça pèse beaucoup. Après, il faudra regarder l'horaire du match. En général, ça se joue plutôt en fin de journée, voire en soirée. Là, ça sera en soirée, Voilà, c'est si officiel. c'est en soirée, il fait assez, on va dire, bon. En Côte d'Ivoire, à Abidjan plus précisément. Maintenant, sur un match, tout peut arriver. L'Espérance, c'est quand même une équipe expérimentée par rapport à la SEC. La Bien SEC, sûr. aujourd'hui, ça fait des dizaines d'années qu'on ne les a pas vus à ce niveau. Mais il ne faut pas parler d'expérience, parce que je vais te rappeler un souvenir d'une finale gagnée par la SEC d'Abidjan, avec les minots de la SEC d'Abidjan, en avec 97. les Kolo Touré, les Yaya Touré, etc., qui ont battu les vrais briscards, on va 99. dire, internationaux tunisiens, comme Khaled Badra, etc., le grand Espérance de Tunis, qui se sont fait battre par des minots de 17-18 ans. Donc aujourd'hui, le niveau s'est resserré. C'est vrai que, on va dire que si on doit donner un favori, c'est l'Espérance de Tunis, mais je ne les donnerai pas plus favoris que ça. Raid, 81% de possession de balle, 15 corners. Tu ne penses pas que l'Espérance peut trouver facilement la faille en Côte d'Ivoire ? Il y aura un combat encore tactique entre les deux entraîneurs. Je pense qu'aujourd'hui, l'entraîneur portugais de cette équipe de l'Espérance a vivement critiqué le comportement des joueurs de la SEC pendant tout le match, ils passaient la plupart de leur temps par terre. Bon, il faut quand même qu'ils sachent, ce monsieur, que en Tunisie, on est quand même assez connu pour ce genre de filouterie. Maintenant, je pense tout simplement qu'il a été frustré de voir que Julien Chevalier a fait ce qu'il fallait faire dans ce match aller, c'est-à-dire de ne pas prendre de but. Ces joueurs étaient très très bien en place tactiquement. Aujourd'hui, moi qui ai vu la SEC au premier tour et surtout face au Wydad, que ce soit à l'aller ou au retour, je peux vous dire que la SEC, ça reste une très très bonne équipe. C'était un petit Wydad, on va pas revenir sur le Wydad qui Ça a reste beaucoup quand même de le mal Wydad. cette année. Ils Ça avaient reste un quand groupe. même le Wydad, vous savez, finir premier face devant le Wydad et devant Simba, parce que Simba, ça fait quand même 4-5 ans maintenant qu'ils sont sur le devant de la scène. Revenir comme ça du jour au lendemain de la SEC, puisque comme tu l'as dit, ça fait quand même quelques temps qu'on ne les a pas vus en Champions League. Revenir comme ça du jour au lendemain et finir premier, gagner face à la SEC, face à Simba, ça veut quand même, ça donne quand même des indications. Maintenant, ce match retour, il va être à 21h. Comme l'a dit Tarek, des conditions quand même un peu plus, on va dire, faciles qu'à l'habitude. C'est-à-dire si j'aurais joué à 14h. Maintenant tout reste à jouer. Je pense que ça va être un match ouvert. Et aujourd'hui, Selon toi, Cardozo, il a failli quelque part tactiquement ? Parce que tu dis pense qu'il a qu'il perdu sa bataille tactique. Oui, mais mais c'est c'est dans les choix des joueurs ou c'est dans la mais c'est tactique mise en place ? mais c'est tout simplement dans l'expérience. C'est son premier ou deuxième match de Champions League. Aujourd'hui, il a pas l'expérience forcément de
de ces matchs-là. La Coupe d'Afrique, on le sait, que ce soit pour la CAN ou pour les Coupes continentales, c'est totalement différent. Il a l'expérience, il joue contre des équipes dans le championnat tunisien, Tarek, et tu es très bien placé pour le savoir. L'Espérance, quand il joue contre une équipe tunisienne dans le championnat, il se retrouve souvent contre des équipes qui jouent la défense. Donc ils auraient pu trouver la solution. Complètement, mais après, comme disait Raïd, si tu veux, le coach, il connaît cette équipe-là, il la connaît précisément. C'est des joueurs qu'il a formés, qu'il a mis en équipe première, et donc du coup, je pense que déjà au niveau discipline, je pense qu'ils sont beaucoup plus disciplinés que l'Espérance de Tunis. Après, effectivement, au vu des stats que tu viens d'annoncer, effectivement, c'est un manque de réussite, clairement. Maintenant, c'est un autre match, il y a une manche retour qui se passe à Abidjan, avec les conditions qui sont différentes. Et puis, on verra, hein, un match c'est 90 minutes. Le favori, je le répète, reste l'Espérance de Tunis, mais il n'est pas, pour moi, aussi favori que ça. Voilà. C'est clairement un manque d'efficacité, Raïd. C'est une certitude quand on regarde les statistiques. Maintenant, c'est vrai que l'Espérance jouer en Afrique, ça ne les réussit pas trop non plus ces dernières années. Oui, forcément. De toute manière, voilà, les déplacements en Afrique pour n'importe quelle équipe, surtout du Nord, c'est souvent compliqué. Maintenant, je pense que à voir si la SEC va se découvrir. Je pense que si la SEC se découvre, je pense qu'il y aura beaucoup plus d'espace. Et à mon avis, en contre-attaque, les joueurs tunisois risquent de planter un but. Maintenant, voilà, comme l'a dit Tarek, vraiment, il y a un match retour à voir. Je pense que les deux équipes, elles ont leur chance. Voilà, je donne un léger avantage à la SEC parce qu'ils jouent à domicile. Et voilà. Ce serait un échec pour l'Espérance de se faire éliminer en quart de finale ? Oui, ça sera un échec pour l'Espérance de se faire éliminer en quart de finale, tout comme les Mamelody Sundowns, tout comme le Petro pour moi. C'est les équipes aujourd'hui qui font partie des 4-5 meilleures équipes du continent depuis 4-5 ans. Donc c'est des équipes qui forcément, s'ils ne se retrouvent pas en demi-finale, ça sera un échec. Tarek, donc cette Ligue des Champions, on a fait un petit tour sur tous les quarts de finale. On a remarqué bien évidemment qu'il y a eu beaucoup de matchs nuls. On a parlé peut-être de niveau. Les petites équipes, bon, il n'y en a plus réellement. C'est comme à la Coupe d'Afrique des Nations, on a toujours eu des surprises, notamment ce fameux match entre l'Algérie et la Mauritanie, pour vous rafraîchir un peu la mémoire. Tu vois qui favori ? Est-ce qu'il y a un favori, une équipe pour toi qui se détache de tout ça ? Comme j'ai dit, pour moi ça reste El Ali, champion d'Afrique. Ouais. Après, ce que tu dis, ça répète un peu ce que j'avais dit déjà dans les précédentes émissions, c'est que le niveau en Afrique il s'est resserré. Il y a de plus petites équipes, on l'a vu à la dernière CAN, avec des équipes nationales, notamment la Namibie qui a été très surprenante. Et au niveau des clubs, ça se fait aussi de plus en plus. Tout simplement parce qu'ils ont compris que justement, si on investissait dans le football, on pouvait avoir des résultats. Et qu'il faut savoir qu'en Afrique, le football, ça reste un des plus grands vecteurs politiques. Raïd, un favori, El Ali, je pense aussi. Oui, forcément El Ali. Après, comme l'a dit Tarek, aujourd'hui, ça fait quand même un peu plus d'une décennie qu'on voit que les équipes d'Afrique du Nord surdominent cette compétition. Je pense que voilà, il y a une volonté de certains pays, justement comme la Tanzanie, l'Angola, ou même les Congolais avec Moïse Katumbi, de revenir sur le devant de la scène. Maintenant, El Ali est ultra favori. Il faut savoir qu'El Ali aujourd'hui a une équipe A, une équipe B. Aujourd'hui, El Ali a des joueurs comme Reda Slim, qui était meilleur joueur de la Boutoula. Il est mis au placard. Il ne joue que très peu de minutes. Il y a aussi Achour, il y a le grand espoir, on va dire. Oui, le grand espoir tunisien. Dib. Je ne sais plus comment il s'appelle, l'ancien joueur de l'Étoile, Daoui, qui sont mis au placard, qui ne jouent même pas. Aujourd'hui, ils ont recruté un joueur comme Anthony Modeste. Certes, il a 35 ans. Il a joué le dernier match. Il a joué le dernier match, il était titulaire. Ouais. Voilà, certes, il a 35 ans, mais ça reste quand même un joueur qui est confirmé, qui a joué en Europe, qui a joué à Dortmund dans des grands clubs. Aujourd'hui, qui n'est pas au niveau. Moi, je connais bien Anthony Modeste. Ouais. Il termine sa carrière à El Ali. Après, c'est vrai que parfois, il met des buts décisifs comme au niveau de la Super Coupe d'Égypte qui s'est passée en Arabie Saoudite. Aux Émirats Arabes Unis. Contre le Zamalek. Oui, non, pas contre le Zamalek, contre Future FC, dont j'étais présent au stade. C'est lui qui est à l'origine justement de la victoire avec une passe décisive et un but. Mais il est très critiqué en Égypte. C'est très, très critiqué. Parce que c'est vrai que moi, je ne reconnais pas le Anthony Modeste qu'on a connu
qu'on a connu Il a en peut-être France, en Ligue sous-estimé 1. le championnat, peut-être. En plus, à titre personnel, je l'avais prévenu que c'était un championnat très Eh difficile. oui. Après, voilà, il y avait une option entre l'Arabie Saoudite et l'Égypte. Il a fait le choix d'aller en Égypte. Après, je pense que moi qu'il y a Pour, plus aussi un problème d'adaptation avec le jeu en Afrique qui n'a rien à voir avec celui Bien d'Europe. sûr. Et je pense que El Ali a pris ce profil car voilà, c'est plutôt un joueur qui est plutôt robuste, qui joue au dos de la défense, Exact. qui est pas très rapide, qui est Bah, plutôt lent. surtout que Persitao à côté, il Ah oui. il Et, fait 2 fois moins sa Shahat, taille, donc Exactement. il doit tourner Persitao, autour et Shahat. lui il dévie les Donc, ballons. je pense que c'était un Exactement. bon profil de base. Après, il faut souligner que c'est pas le titulaire, hein. C'est Mahmoud Karaba, le titulaire El Ali. Exactement. Bon là pour le coup, il avait mis Anthony Modeste. Mais voilà, tout ça pour dire qu'El Ali aujourd'hui a des remplaçants de qualité à chaque poste et qu'aujourd'hui, bah, forcément, ça fera la différence, je pense, à la fin de cette compétition. Le coach suisse, en tout cas, il a vraiment tous les éléments et tous les joueurs pour aller le plus loin possible. Effectivement, je suis d'accord avec vous. Ça peut être, voilà, il faut aller D'ailleurs, les détrôner. D'ailleurs, tu parles du coach suisse, c'est le seul avec Raoul Savoie, le sélectionneur de la Centrafrique, c'est les 2 seuls Suisses qui sont sur le continent africain D'accord. et qui fait du bon boulot. Qui fait du bon boulot pour l'instant. On va passer à la Coupe de la CAF. Coupe de la CAF, il y a eu plusieurs matchs. Il y a l'USMA, donc tenant du titre, qui s'est déplacé contre les Rivers United. Défaite 1-0 raid. Oui, défaite 1-0. Après, difficile de commenter ce match compte tenu de l'horaire du match. Il faut savoir quand même que les joueurs de l'USMA jeûnaient. Donc un horaire très, très particulier pour les joueurs, très difficile. Jouer à 14 ou 15 heures au Nigeria avec de la pluie, énormément de pluie, beaucoup d'humidité. Perdre 1-0, je pense que ça reste une victoire, paradoxalement Surtout qu'il y a un match retour. Hein. pour les joueurs de Garrido. Il y a un match retour au stade du 5 juillet. Je pense qu'il y aura beaucoup de monde pour le match retour. Honnêtement, je ne m'inquiète pas pour l'USMA, même si, attention, l'équipe nigériane est pas mal. Je les ai suivis puisqu'ils étaient dans le groupe du club africain. Ça reste quand même une équipe solide. Mais compte tenu de l'expérience aujourd'hui qu'a engrangé l'USMA, je pense qu'il n'y aura pas de souci pour le match retour. Tu penses la même chose, Tarek ? Oui, pareil, effectivement, il fait bien de souligner, Raïd, le fait du jeûne. Même si je pense chez River United, il y a peut-être 2 ou 3 joueurs qui doivent jeûner, mais c'est sûr qu'à 14 heures, avec un taux d'humidité qui est extraordinaire et jeûner, moi je me mets à leur place, c'est pas facile du tout. Et c'est très compliqué justement pour les entraîneurs actuellement, la gestion d'énergie avec le jeûne. Ça doit être très difficile. Donc l'USMA qui attend ce match retour. On a eu un deuxième match, c'était le Stade Malien qui a joué contre Dream FC. Dream FC qui avait éliminé le club africain. Qui avait éliminé le club africain. Raïd. Et le Dream FC qui va gagner au Stade Malien. C'est peut-être une surprise ça. Oui, petite surprise. Surtout que le Stade Malien était dans le groupe de Berkane. C'est ça, le Stade Malien était dans le groupe de Berkane. Effectivement, petite surprise. Je ne voyais pas cette équipe se qualifier. Bon, pour être honnête, je l'ai découvert vraiment dans cette phase de poule. Le Stade Malien qui a quand même une petite expérience en Coupe africaine. Bon, je pense que ça reste quand même malgré tout ouvert. C'est des équipes quand même qui se valent. On va pas non plus faire les chroniqueurs qui suivent de fond en comble ce genre d'équipe, mais je pense que c'est des équipes qui se vaut et je pense que tout reste ouvert pour le match retour. Tarek, tu vois un favori pour ce match? Surtout que le Dream FC arrive quand même à gagner à l'extérieur, normalement, Après, ça reste sauf accident. Après, ça reste des équipes qui se valent. Ouais. Après, le Stade Malien, c'est dommage de les voir comme ça parce que c'était un gros pourvoyeur de footballeurs. Ouais. Il y a beaucoup de footballeurs, notamment qui ont évolué en équipe nationale, qui sont formés au Stade Malien. Maintenant, avec la situation qui se passe au Mali, etc., donc le football, on va dire, il passe au second plan aujourd'hui au Mali, surtout même s'ils ont une très très bonne équipe aussi nationale, mais qui n'a pas performé. Encore une fois, on les voyait favoris à chaque fois, et ça fait 20 ans qu'on les voit favoris, le Mali, à la CAN, et que finalement, ils s'arrêtent toujours problème de fédération, comme toujours. Problème de fédération aussi. Vous pensez qu'il y a un problème de fédération avec le Mali? Le président a été emprisonné. D'accord, le président a été emprisonné, mais l'entraîneur, quand Eric Schell avec ses joueurs, tu sentais qu'il y avait quand même une certaine cohésion. Pour moi... Bien sûr, non, lui il a fait son job parce que aussi, il faut pas il y a aussi souligner. un problème de qualité, je pense. Il faut pas souligner. Il a une équipe aussi monstrueuse. Au milieu de terrain, ils ont peut-être le meilleur milieu d'Afrique. Moi, j'en connais beaucoup de mes sélectionneurs qui aimeraient entraîner une équipe comme l'équipe du Mali parce qu'ils ont des joueurs exceptionnels. Après, je pense qu'il faut quand même savoir dissocier le côté humain, c'est-à-dire la relation entre le coach et ses joueurs,
et le vrai niveau du coach. Je pense qu'Eric Schell, malheureusement, je pense pas qu'il a vraiment le niveau pour coacher ce genre d'équipe. C'est ce que je disais chez nos confrères de Live TV, la télévision ivoirienne. Je disais qu'Eric Schell, c'est un bon manager d'hommes, mais malheureusement, tactiquement, c'est un peu limité. Et c'est là on l'a pêché. Bon, on bifurque un petit peu par rapport à ta question, mais quand on voit le match Côte d'Ivoire-Mali... Il y a eu un carton rouge pour la Côte Il y a d'Ivoire. eu un carton rouge pour la Côte d'Ivoire qui a été réduite à 10. Ouais. Et malgré ça, malgré que les Maliens Il n'a pas menaient trouvé 1-0, la faille. Ouais. il n'a Beaucoup pas de mauvais trouvé la choix. faille. Il sort 4 joueurs offensifs, 4 joueurs déterminants. Et tu vois que dans le système tactique, pour pas rester trop longtemps sur le sujet, au lieu d'avoir un bloc haut, c'est-à-dire d'attaquer les Ivoiriens, tu avais l'impression que c'était le Mali qui était réduit à 10 et qui jouait en bloc bas. Ouais, et donc les Ivoiriens en ont profité à 10 contre 11 et ils ont réussi l'exploit de marquer à la 90e et à la 120e minute. Bon, en tout cas, le Mali Voilà. qui a vraiment de très bons joueurs. Et voir le stade malien perdre à domicile, c'est peut-être pas terminé. Il y a un match au retour, Aïd, mais tout reste possible. Oui, match retour au Ghana, donc tout reste possible. Après, forcément, il y a quand même un bon avantage aujourd'hui pour les Ghanéens qui se sont imposés 2 buts à 1, quand on sait que le but à l'extérieur en Afrique existe toujours. Donc effectivement, ça risque un petit peu d'être compliqué. Prochain match, Abou Salem, donc l'équipe libyenne qui recevait le Berkane, l'équipe de Mohamed Charbeni, l'ancien entraîneur de l'Espérance sportive de Tunis. Raïd, Berkane qui fait 0-0 à l'extérieur. Oui, Berkane, on connaît l'expérience aujourd'hui qu'a Berkane avec cette compétition, hein, qu'il a gagné plusieurs fois ces dernières années. Voilà, je connaissais pas du tout cette équipe libyenne, hein, vraiment je l'ai découvert aussi pareil cette année. Donc c'est vrai que cette année on a découvert beaucoup de clubs qui se sont hissés dans ces compétitions africaines. Bon, Berkane, je pense qu'aujourd'hui, voilà, on sent l'expérience, on sent quand même une équipe remaniée, renouvelée depuis l'arrivée de Charbeni. Aujourd'hui, le Berkane qui est 3e à la Boutoula, 3 ou 4e, qui a forcément comme objectif cette Coupe de la CAF, c'est devenu, on va dire, leur compétition fétiche. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, je serais pas surpris de voir Berkane dans le dernier carré, voire en finale. Pour, on l'espère, une grande finale face, pourquoi pas, on viendra plus tard aux Amalek Ou à l'USMA. ou à l'USMA. Berkane qui a du mal à jouer la plus prestigieuse des compétitions, Tarek, qui est la Ligue des Champions. Après, ça se comprend, hein, le championnat marocain, la Boutola, qui est peut-être le meilleur championnat actuellement. Il y a le Wydad, bien sûr, il y a le Raja, il y a le FUS. Tu penses qu'ils sont amenés à jouer que cette compétition ou ils peuvent, comme pourquoi pas cette année, aller décrocher une place en Ligue des Champions? Effectivement, la Coupe de la CAF, c'est leur compétition fétiche. Oui. Je crois que ces dernières années, ils l'ont gagnée par 2 fois, Oui, c'est ça. notamment avec le coach Florent Ibengue. Après, comme tu l'as dit, il y a des gros concurrents, il y a des clubs historiques, qui est le Wydad, qui est le Raja Casablanca, qui est les 2 clubs de Rabat qui sont Ouais. très bien gérés Le phare par le aussi. Royaume, Mhm. les forces armées royales, comme disait notre ami Fatah. Exactement. Et si tu veux, il y a de la concurrence et il faut savoir que l'objectif pour le Wydad et le Raja, s'ils ne se qualifient pas en Ligue des Champions, ils ont raté leur saison. Après, il faut féliciter Berkane, qui est le club du président de la fédération actuelle, Fawzi Lekja, qui les a promus de division 3 à C'est déjà pas première mal. division et un club de premier plan au Maroc. Donc peut-être dans quelques années, oui, ils peuvent y aller en Ligue des Champions, et pourquoi pas d'ici 10 ans la gagner. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'au niveau du championnat, des clubs historiques comme le Raja et le Wydad sont indétrônables pour l'instant. C'est une question de moyens, encore une fois, Raïd, ou c'est plutôt on se base sur la formation, on y pense dans 10 ans à la Ligue des Champions? Oui, forcément, il y a forcément... Un peu à l'image de l'ASEC Abidjan, par exemple, parce que Oui. l'ASEC Abidjan n'est pas allé recruter des grands joueurs. Oui, non, mais après, il y a forcément question de moyens. Comme l'a dit Tarek, aujourd'hui, tu as des équipes comme le Wydad, le Raja, le Phare, qui ont quand même plus de moyens que Berkane. Malgré tout, aujourd'hui, depuis ces dernières années, avec ces victoires en Coupe de la CAF, je pense qu'aujourd'hui, le budget du club a quand même largement évolué. Voilà, ils ont quand même recruté un double champion d'Afrique, hein, qui est Mohamed Charbeni, quand même, qui a gagné 2 fois la Champions League. Donc je pense que voilà, les moyens, ils les ont. Parce que je pense que pour le payer, il faut quand même mettre les moyens. C'est pas n'importe quel coach sur la scène continentale. Donc voilà, après le Berkane, c'est vrai que
c'est un club qui avait notamment un Burkinabé qui me plaisait beaucoup, le défenseur. Cheikh Djibril Ouattara. Où il y avait, parle de où il y avait Dayo. Oui, exactement. Ouais, voilà, qui était titulaire justement à la CAN. D'accord. Issoufou Dayo, qui est depuis quand même quelques années maintenant. C'est à ça, ça Berkane, devient qui est un joueur taulier. cadre. Donc ça Exactement. montre aussi que le club arrive justement À garder ses joueurs. conserver ses joueurs. Parce que lui, pour le coup, c'est un très bon défenseur sur la scène continentale. Ça fait quand Exactement. même quelques années qui vraiment fait partie des meilleurs à son poste. Donc voilà, comme l'a dit Tarek, je pense que voilà, ils ont un projet. Je pense que c'est déjà de retrouver la Champions League. Et puis voilà, d'avoir son mot à dire sur la scène continentale. Mais c'est vrai que à l'image de l'Afrique du Sud, la Boutoula, c'est un championnat qui est très homogène et du coup très très dur de faire sa place. On va parler du dernier match. On parlait un peu de moyens. Là, on a quand même deux clubs, surtout un qui a vraiment investi dans les moyens, c'est Futur. Futur qui recevait Zamalek, Raïd. Et le Zamalek, grâce à ses joueurs tunisiens notamment, ont réussi à gagner 2-1. Oui, comme tu l'as dit, aujourd'hui en Égypte, c'est vrai qu'il y a de plus en plus on retrouve de plus en plus de clubs qui ont des moyens. Ouais. On l'a vu il y a quelques années avec les Pyramides. Là, on le voit avec des équipes comme Futur et El Masri. C'est vraiment des clubs aujourd'hui qui n'hésitent pas. Alors, je ne sais pas d'où ils trouvent leurs fonds, mais ils ont de plus en plus de clubs qui ont des moyens. Donc, pour le coup, on voit ce genre de clubs comme Futur qui apparaissent dans des coupes africaines. Bon, malheureusement pour eux, ils sont tombés quand même sur le Zamalek qui est un ogre en Afrique et qui clairement n'est pas là pour faire de la figuration, qui est là pour encore reporter de nouveau ce trophée, avec des joueurs d'expérience comme Sika Bala, ça fait plus de 20 ans maintenant, Zizou, qui aujourd'hui a pris vraiment les rênes de cette équipe, qui a marqué d'ailleurs sur ce match avec un corner et une passe décisive pour l'arrière droit international tunisien Hamza Matlouti. Voilà, je pense que clairement aujourd'hui on verra, à mon avis, le Zamalek en finale. Ça reste quand même une équipe niveau Champions League. Je pense que justement dans cette compétition il y a beaucoup d'équipes qui auraient pu avoir sa place dans les quarts de finale de Champions League, comme le Zamalek ou l'USMA. Le Zamalek l'année dernière, je me rappelle qu'ils avaient eu beaucoup de mal. C'est vrai, ils avaient eu beaucoup de mal, mais bon, voilà, ça reste quand même une équipe, c'est vrai, un petit peu irrégulière sur une année sur deux. Des problèmes financiers aussi au niveau du Zamalek. Des problèmes financiers, le président Mansour qui avait été emprisonné aussi, qui est emprisonné encore actuellement, donc des gros problèmes, on va dire, organisationnels au Zamalek. Et ça dure depuis des années, donc, mais malgré cela, ça reste un grand d'Égypte qui n'est pas là pour faire de la figuration, pour rappeler les mots de Raïd, et qui essaye toujours d'être présent, même si aujourd'hui il y a quand même un grand fossé entre El Ahly et Zamalek en termes de budget, en termes de joueurs et en termes de politique sportive. On retrouve ça aussi dans les autres championnats, Raïd, comme en Tunisie, oui, effectivement. En Afrique du Sud. Après, paradoxalement, c'est vrai que ces 2-3 dernières années, le Zamalek a été souvent champion, était 2 fois champion consécutif. Donc c'est vrai que le Zamalek a peut-être donné priorité au championnat ces dernières années. Un championnat qui n'ont pas beaucoup... Ah si, ils ont quand même remporté plusieurs championnats, le Zamalek. Oui, bien sûr, mais c'est vrai que ces dernières années, c'était plus El Ahly. Donc là, c'est vrai que ces 2-3 dernières années, ils en ont remporté 2. Donc peut-être qu'ils avaient focalisé leur ambition sur le championnat. Mais c'est vrai que paradoxalement, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a quand même un sacré écart entre El Ahly et le Zamalek. Pour preuve, Emem Rachoul qui joue en Norvège et qui a décidé au final de signer El Ahly alors qu'il a été formé au Zamalek, qui avait même donné son accord. Ça, j'ai entendu dire que c'était souvent entre deux clubs rivaux, c'est très difficile de faire un transfert. Donc, on te paye le transfert pour aller, on s'arrange pour qu'il aille en Europe. Et puis après, il revient dans l'équipe adverse. Parce que si tu veux, d'un point de vue de l'opinion publique, je ne vais pas dire politique, de l'opinion publique. Oui, mais ça, on le voit un peu partout. On le voit même chez nous, ici, entre le PSG et l'OM, même si ça se fait de temps en temps. Le Real et le Barça, certains clubs anglais qui peuvent, impossible de se transférer des joueurs aussi également. Donc, effectivement, c'est un peu le jeu des transferts, mais on revient toujours à la même chose. C'est toujours le pouvoir financier qui fait la différence. Et Mohamed Ali Ben Romvan, par exemple, Brahid, qui joue actuellement dans l'ancienne équipe de l'Aïdouni, international tunisien, donc Ferim Faros, va peut-être signer à El Ahly. Ça aurait été beaucoup plus difficile s'il allait de l'Espérance à El Ahly. Oui, bon, après, ça reste que des rumeurs, des tractations. Je pense que voilà, comme
Alors j'avais vu quelques articles où son père déclarait qu'il ne jouerait que pour l'Espérance en Afrique. Oui. Bon, c'est à voir. Et même Rachoul disait la même chose pour le Zamalek. Mais comme l'a dit Tarek, aujourd'hui, il y a une vérité, c'est l'aspect financier. Et la vérité, c'était que le Zamalek n'avait pas justement de quoi assumer le salaire de Himem Rachoul. Si tu veux, pour compléter un peu le propos de Raïd, maintenant c'est à lui de faire le choix. Est-ce qu'il fait le choix sportif, et ça, ses agents ou son agent aussi de bien l'orienter, ou est-ce qu'il fait un choix financier? Parce qu'aujourd'hui, il a Ferencváros, donc il a une exposition, que ce soit en Conference League, que ce soit peut-être en Europa League, qui peut lui apporter éventuellement d'autres opportunités au niveau des clubs, où il se dit, là j'ai un pont d'or en Égypte, j'y vais, mais après il va s'enfermer et il rejoindra en fin de carrière les clubs du Moyen-Orient. Il ne pourra plus revenir en Europe. On n'a plus les Francesco Totti, les joueurs qui vont rester, ou les Steven Gerrard qui vont rester longtemps dans leur club ou pour toujours. Aujourd'hui, l'aspect financier prendra toujours le dessus. Oui, après Ferencváros, c'est pas connu pour être un club. Mais c'est un tremplin. Mais c'est un club tremplin. Donc aujourd'hui, il se dit soit je confirme et j'espère jouer à Tottenham, Arsenal et compagnie, ou soit il choisit la facilité, il va en Égypte, certes, il va gagner beaucoup d'argent, mais l'histoire ne se souviendra pas de lui. Aïssa Laïdouni qui joue avec Ferencváros et qui a joué la Conference League et qui cette année a joué la Champions League. Voilà, tu donnes un cas contraire, par exemple. Voilà, Laïdouni qui a une opportunité, qui joue la Ligue des Champions. J'imagine qu'il a dû être sollicité par plusieurs formations en Afrique et peut-être au Moyen-Orient, et lui a fait le choix. Il y en a d'autres de ses compatriotes comme Wabi Kazri, etc., voilà, qui font le choix du sportif. Maintenant, c'est une question de mentalité. Raïd, un dernier mot sur cette Coupe de la CAF. Tu vois comme favori oui, l'USMA. Je mettrais quand même le Zamalek, compte tenu de son immense expérience sur la scène continentale et surtout sur son palmarès, avec d'innombrables Champions League, il y en a 5, il y a des Coupes de la CAF, il y a des Super Coupes. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, Zamalek est clairement le favori. On va attendre les matchs retour. Ouais. Bon, je pense que pour le Zamalek, avec cette victoire à l'extérieur, c'est quand même pratiquement fait. On va voir les résultats surtout de l'USMA. Parce que l'USMA, c'est vrai que je les mets quand même favoris. Mais voilà, il y a eu qu'un 0. Il y a eu quand même un 0 à l'aller et on n'est pas à l'abri d'un but à l'extérieur. Donc on va suivre ça de près. Les matchs seront ce week-end, que ce soit pour la Champions League ou la Coupe de la CAF. Exactement. Tarek, un favori pour cette Coupe de la CAF? Franchement, je vois pas de favori, pour être franc. Après, le Zamalek, c'est un des favoris, mais un favori comme ça, contrairement à El Ahly en Ligue des Champions, j'en vois pas. La Coupe de la CAF, elle nous réserve plein de surprises, notamment quand c'était le cas de Berkane, qui l'a pas démérité, qui l'a pris, qui l'a soulevé 2 fois ces 2 dernières années. Eh ben écoutez, on va attendre ça impatiemment et puis on fera un point après ces quarts de finale retour pour y voir plus clair. En tout cas, merci et puis à bientôt. Au plaisir, à bientôt. À bientôt.